Et là, c'est le fun parce qu'on a un paquet de choses, non seulement à jaser, mais des choses à manipuler et à toucher en studio. Oui, absolument. Donc, avant d'aller vers le film et des éléments de preuve à l'appui ou contre l'existence du Sasquatch, d'abord, essayons de situer le téléspectateur à la maison. Qu'est-ce que c'est que cette histoire du Sasquatch? Il faut dire que l'expression Sasquatch, oui. On va voir des images, mais c'est un truc qui remonte, en fait, qui est associé aux sociétés autochtones en Amérique du Nord. Par exemple, le mot Sasquatch est un mot des Amérindiens Salish, qui veut dire le vieil homme de la forêt. On retrouve des représentations dans des costumes folkloriques, on le retrouve dans des totems, et on fait toujours référence à une créature velue qui mesurait 2 mètres, 2 mètres 50, et qui vivrait dans des régions quasi inaccessibles et inexplorées en Amérique du Nord. Et les observations de cette créature datent, on a déjà des récits à la fin du 19e siècle, où des hommes blancs qui s'étaient aventurés dans des régions difficiles d'accès avaient vu des empreintes, avaient trouvé des empreintes, et les Autochtones lui disaient « Ah, c'est les empreintes du Sasquatch », et à cause que la créature laisse des empreintes qui font 45 cm, 50 cm de long, on l'avait surnommé dans le langage commun le Bigfoot, la créature au grand pied. En fait, le mot a été placé dans les années 50 à partir du moment où, sur un chantier d'abattage sur la côte ouest américaine, on avait trouvé au lendemain d'une série on avait trouvé des objets de l'appareil des appareils qui avaient été brisés, de l'outillage qui avait été renversé. Et là, autour du chantier, on avait trouvé de ces immenses empreintes. Et là, un journaliste avait dit, quelle que soit la créature, on peut dire qu'elle a de grands pieds. Donc, le Bigfoot était lancé et depuis, on a gardé ce sobriquet de Bigfoot pour décrire la créature. Donc, c'est une créature qui d'abord fait partie d'un folklore. La culture autochtone le représente sous différents aspects. Et à partir, déjà au fin du 19e, on a des premiers récits, des premières observations. Et à partir des années 50, la créature va devenir omniprésente dans la culture populaire. Aujourd'hui, sur la côte ouest, par exemple, il y a des villes et des villages qui font leur festival du Bigfoot, festival du Sasquatch. Oui. On a la créature a souvent été utilisée dans le cinéma, mais elle a été également utilisée pour faire des ventes de bière, par exemple. Il y a toutes sortes de trucs. Donc, la créature est devenue un peu un être mythique et je pense que tout le monde connaît cette créature. Il y a un boc de bière juste là écrit Sasquatch. Voilà, on a toute une sorte de merchandising aussi qui a été développé autour du Sasquatch. Le fameux chandail. Bon, évidemment, on peut jamais passer aux côtés du T-shirt. On a des bocs, on a des petits items. Ici, on a même des crottes de Bigfoot qui sont des chocolats. Ouais. C'est très, très bon, très invitant. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il est ouvert. Tu as goûté ou... Ton opinion? Non, si tu veux, on a le temps pour une recette. Hein? Je te l'offre. On va passer. Okay, donc, on a tout ce merchandising, mais au-delà du merchandising, il y a bien sûr l'énigme même. Est-ce que cette créature existe bel et bien ou est-ce qu'on est uniquement en présence d'un truc folklorique? Alors, tout ça nous ramène finalement à un individu, une image en particulier, et c'est cette image tournée par un certain Roger Patterson. Mais avant de parler du film, regardons qui est ce Roger Patterson. C'est un type qui habite à Yakima. C'est une sorte de magouilleur. Donc, ça tombe pas trop bien. C'est un magouilleur, une ancienne vedette de rodéo. Et dans les années 60, il va commencer à s'intéresser au Bigfoot. Il va même écrire un ouvrage. Est-ce que l'abominable homme des neiges existe en Amérique? Il va même créer sa petite association qu'il dirige. Il est le seul membre de son organisation. Comme les Warren sont deux. Et voilà. Et en septembre 1967, il entend parler qu'on a vu des empreintes à Blue Creek Mountain, ça se trouve dans le nord de la Californie. Il demande à un ami que l'on voit à l'écran, un type qui s'appelle, un sang mélangé, un type qui s'appelle Bob Gimlin. Oui. Il lui demande de l'accompagner. Et Roger Patterson rêve de faire un documentaire sur le Bigfoot. Donc, pour l'occasion, il va louer une petite caméra, 16 mm, une Cossan. C'est assez compliqué, ces appareils-là, parce qu'on a des petites bobines de 3 minutes et il faut changer les bobines dans une obscurité totale. Ouais. Donc, on va comprendre, ça va jouer un rôle dans la suite des événements. Et puis, donc, ce 20 octobre 1967, alors que les hommes patrouillent à cheval, ils se retrouvent sur le lit asséché d'une petite crique qui s'appelle Bluff Creek. Et là, ce qui était impensable va se produire. Roger Patterson et Bob Gimlin vont voir cette fameuse créature, le fameux Sasquatch Bigfoot. Au moment où la créature apparaît devant eux, le cheval de Patterson est né. Patterson, qui est quand même une ancienne vedette de rodéo, se trouve désarçonné. Il va se relever, va rapidement sauter sur les sacoches qui sont sur le cheval, en tirer la caméra 16 mm et va se mettre à courir en direction de la créature. Et là, il va produire 59 secondes de film qui, aujourd'hui, 40 ans plus tard, presque 50 ans, on va faire 50 ans l'an prochain, 50 ans plus tard, on parle encore, on discute encore de son authenticité
Alors, je vous présente la bande originale. Voici le film Patterson-Gimlin dans sa totalité. Donc, au début, l'image a de la difficulté à se stabiliser. La créature est devant Patterson, il marche dans sa direction, il tombe, va se relever et là, va rester assez statique pour qu'on puisse voir la créature qui marche en s'éloignant de lui. Pendant ce temps-là, Robert Gimlin, son compagnon, se sent mélanger, lui décide de contourner le bosquet, on voit des arbres, il va partir à cheval, dépasser les arbres, sortir une carabine, une 30-30 automatique, et va braquer la créature. Son idée n'est pas de tirer sur la créature, mais tirer dans les arbres pour forcer la créature à changer de trajectoire. Et puis à ce moment-là, comme il s'apprête à appuyer sur la détente, il entend Roger Patterson qui dit « Je n'ai plus de film ». Alors, sachant pertinemment que ça donnait rien d'espérer pouvoir tourner davantage, Bob Gimlin a remballé sa carabine et Roger Patterson donc s'est retiré, a placé la caméra dans un sac comme il fallait le faire à l'époque. On changeait les bobines. Patterson change la bobine du film. Ils vont essayer de revoir la créature. Ils vont remonter la piste sur à peu près 1 kilomètre et ils ne retrouveront pas la créature en question. Et Roger Patterson va revenir sur le site de l'observation. Il va faire des moulages. On va parler plus tard de ces fameux moulages. Et là, ben voilà, l'affaire est dans le sac, comme on dit. Ce que j'aime de ton histoire, c'est que la personne la plus sensible, la personne la plus terre-à-terre là-dedans, est un Amérindien, une personne pour qui c'est dans sa culture. Voilà. Il aurait peut-être tendance à y croire en premier, mais c'est lui le plus critique sur cette histoire-là. Voilà. D'ailleurs, dans cette histoire de Roger Patterson et de Bob Gimlin, il faut savoir que si Roger Patterson est un escroc, et bien sûr, ça l'hypothèque, le film. Un film, le type s'intéresse au Bigfoot, il a écrit un livre sur le Bigfoot, il rêve de faire un documentaire sur le Bigfoot, mais c'est un magouilleur de première. Et là, voilà, il a la chance de filmer le Bigfoot. Donc, c'est extraordinaire. Les chasseurs de fantômes vont dire, oui, mais nous, on chasse les fantômes, mais quand on sort, on voit des fantômes. Voilà. C'est quand même c'est un argument à double tranchant. C'est-à-dire que le fait que Roger Patterson se rend en forêt pour traquer le Sasquatch, il est normal qu'il à un moment donné, si quelqu'un a à observer le Sasquatch, il y a plus de chances que ce soit un chasseur de Sasquatch qu'un couch potato qui est chez lui qui regarde la télévision. Ça, on a bien compris. Mais c'est sûr que c'est le fait que ce Roger Patterson est un magouilleur de première. Là, évidemment, on peut se questionner sur l'authenticité du film et ça va jouer contre lui. Mais comme on peut dire, un escroc peut gagner aussi à la 649. Donc, pourquoi Roger Patterson n'aurait pas eu la chance de voir cette créature? Dans l'histoire, il faut quand même retenir la présence de ce Robert Gimlin, ce sang mélangé, qui va accompagner Patterson. Robert Gimlin est de l'avis de tout un chacun. Il est un modèle d'honnêteté et d'intégrité. Qu'est-ce que toi t'en penses? Et je pense absolument, je suis de cet avis. J'ai rencontré Bob Gimlin à une occasion. J'ai essayé à maintes reprises de lui parler au téléphone. Il faut savoir que le bonhomme a été excessivement hypothéqué par cette histoire. Donc, on l'a accusé de tout, d'avoir pris part à un canular. Sa crédibilité a été torpillée. Pendant des années, Robert Gimlin refusait de donner le moindre commentaire à propos de ce qu'il avait observé. Combien de fois t'as appelé chez la famille Gimlin? Moi, je dois avoir téléphoné une vingtaine de fois chez Robert Gimlin. Et à chaque fois, j'espérais toujours que Robert Gimlin décroche. Oui. C'est toujours sa femme qui décrochait. Et là, elle nous demande, bon, vous êtes qui? C'est pourquoi? Moi, je lui disais, j'aimerais m'entretenir avec Robert Gimlin. Non, il veut pas donner de commentaires. Il a déjà tout dit ce qu'il avait à dire là-dessus. Et c'est vrai qu'il a jamais changé d'un iota son histoire. Il raconte, j'étais dans la forêt avec Roger Patterson. On a vu la créature. On l'a filmé. Merci, bonsoir. Je n'ai rien d'autre à dire à propos de ça. Et ce n'est que depuis quelques années maintenant que Robert Gimlin, qui, il faut bien le dire, est un peu une légende, parce que Roger Patterson est décédé au début des années 70. Okay. Il était atteint de la maladie d'Hodgkin, le cancer des ganglions. Oui. Donc, il est décédé quelques années après avoir tourné ce film. Il n'a jamais récidivé. On se dit, si c'était un canular, pourquoi il n'en a pas fait un deuxième, un troisième? Souvent, dans le domaine des ovnis, on voit ça. Le type voit des ovnis, mais il filme des ovnis tous les 6 mois. Alors que toi, toute ta vie, tu n'auras jamais la chance d'en voir. Mais il y a un abonnement. Et dans le cas de Roger Patterson, il ne fera jamais un autre film du genre. Il y a ce film-là, qui est un momentum, 59 secondes, tourné ce 20 octobre 1967 à Bluff Creek. Et la qualité de l'image est impressionnante pour l'époque. Très impressionnante pour l'époque. Donc, ce Bob Gimlin va ressortir de l'ombre que depuis quelques années, il accepte maintenant de participer à des congrès sur le Sasquatch Bigfoot. Et c'est lors de l'un de ces congrès que j'avais rencontré Bob Gimlin, bonhomme très sympathique, très accueillant, et qui n'a rien de plus à dire que la déclaration qu'il avait faite originalement. Et lui-même le dit, si c'est un canular, j'ai été la victime du canular comme à peu près tout le monde. Okay. Parce que moi, je vous raconte ce que j'ai vu ce jour-là. Donc, est-ce que oui ou non le film est authentique? Difficile à dire.
Il faut savoir qu'au lendemain de ce tournage-là, de ce fameux film de Roger Patterson, il faut savoir que qu'est-ce qu'il a fait. Donc, il retourne sur place, fait des moulages, des empreintes, on va revenir sur le sujet, mais il se rend immédiatement à Eureka, qui est la ville la plus proche, prend les bobines de film non développées, il va les envoyer à son beau-frère, qui se trouve dans l'État de Washington, et lui va les faire développer au laboratoire de Seattle, et là, le film est lancé. Donc, immédiatement après ça, on va voir des images. Roger Patterson, après avoir tourné ces images, bien sûr, la presse va s'emparer de l'histoire. Madame Bigfoot a été filmée parce que, bon, la créature avait une paire de seins qui est très visible sur les images. Moi aussi, on ne veut pas madame, là. Et Roger Patterson va entreprendre donc une tournée pour présenter le film un peu partout à travers les États-Unis. Une controverse s'installe dès le départ. Est-ce que le film est authentique? Est-ce que parce que dans le cas du film Patterson, il n'y a que deux possibilités. Ou bien le film est un homme dans un costume, ou bien c'est la vraie créature. Alors on est allé voir des spécialistes d'effets spéciaux, dont notamment John Chambers, que l'on voit à l'écran. Chambers qui a fait, notamment, on l'a mentionné, les maquillages pour le film La planète des singes, de la fin des années 60, la première version qui était oscarisée, qui était à l'époque la quintessence des maquillages. Tu sais que ça a été mon mentor pour moi quand j'ai fait mon cours de maquillage d'effets spéciaux. On peut voir l'image de la finalité de mon cours. C'est cette image-là que j'ai fait, Général Tad, qu'on voyait finalement dans le remake de Tim Burton, début 2000. Oui, absolument. Mais naturellement, même Rick Baker, qui a fait ces maquillages-là dans la version 2000, dit qu'il a été inspiré par John Chambers. Absolument. Donc, on est allé voir John Chambers et on lui a présenté le film Patterson parce qu'on se disait, bon, OK, on est à la fin des années 60. Roger Patterson est un bonhomme qui n'a pas beaucoup de moyens. Okay. Si c'est une fraude, ça ne peut être qu'un costume acheté sur le marché à bas prix ou un truc qu'il a fait lui-même de manière artisanale. Alors, on va voir, et on est quand même surpris, parce que quand on voit la créature, si on regarde le film, parce qu'il y a des trucs intéressants, le film était tourné sur une bobine 16 mm, et aujourd'hui, grâce à la numérisation des images, on peut aller chercher des détails qu'on ne voyait pas sur la bobine originale, sur le film original. Et on voit, par exemple, la créature qui marche, on voit le mouvement des muscles derrière les poils. Il aurait fallu que chaque poil soit collé un à un sur la créature pour donner un effet comme ça. Le film est très bien fait. S'il s'agit d'un costume, le costume est vraiment extraordinaire. Et on est allé voir John Chambers parce qu'on se disait, puisque la quintessence, c'est la planète des singes, quand même se le rappeler, la planète des singes, ce ne sont que des gants. Pour la plupart des cas, ce ne sont que des gants. Il n'y a que la scène du sauna où on voit les créatures complètes, on les voit complètes, mais généralement, elles sont costumées. Elles n'ont que les mains de visible et le visage. Et rappelle-toi, dans cette version des années 60, 1968, je crois, la planète des singes, le faciès est relativement immobile. Hein, En fait, il faisait entre 2 et 3 masques qui étaient un peu mobiles à l'époque, et tous les acteurs en arrière qu'on voyait plus ou moins, c'est des faces solides. Ouais, c'est ça. Tu te serais approché, tu aurais dit, fais-moi une expression, pas possible. Il n'y en aura pas d'expression. On est allé voir d'abord des experts de Walt Disney. On avait d'abord été voir des experts de Walt Disney qui ont dit, écoute, le film est remarquable. Si c'est un canular, ça a été très bien fait. On se tourne ensuite vers John Chambers. La rumeur se met à circuler. John Chambers aurait été impliqué dans l'histoire. On va voir John Chambers. Bon, c'est sûr que Chambers se serait pas prêté au jeu d'un canular comme celui-là. Mais quand on a présenté les images à John Chambers, et là, on parle du plus grand spécialiste des effets spéciaux de l'époque, Chambers regarde ces images et il dit, c'est vraiment très bien fait. Et si c'est un canular et que vous trouvez le type qui a fait le costume, dites-le moi, je vais l'engager. Donc, c'est quand même étonnant, c'est quand même intéressant de voir des commentaires comme ceux-là, venant de spécialistes des effets spéciaux, que l'on prête finalement en fait, une sorte de qualité incroyable à un film tourné par un individu qui apparemment n'avait absolument aucun moyen pour pouvoir démontrer que ça, est-ce qu'il y a des gens qui étudient les singes comme Jane Goodall et compagnie? Est-ce que ces gens-là auraient pu reconnaître certains mouvements qui s'approchent des primates? Voilà. Il y a des trucs intéressants. D'abord, il faut dire que le Sasquatch, s'il existe, on va toujours mettre un bémol là-dessus, s'il existe, ce n'est pas un primate comme ceux que l'on trouve aujourd'hui. Okay. En revanche, il existe dans la lignée des ancêtres de l'homme une créature qui ressemblait étrangement au Sasquatch. C'était le Gigantopithecus. Donc, le Gigantopithecus, une créature qui est disparue il y a à peu près 1 million d'années. Cette créature était une sorte de maillon entre l'homme moderne et nos ancêtres chimpanzés, primates. C'était une créature qui faisait effectivement 2,50 m de haut, qui ressemblait étrangement au Sasquatch et dont on ne connaît aujourd'hui que on n'a retrouvé que des ossements de la mâchoire et des dents. Donc, à partir de là, on a pu recréer la créature et effectivement, elle ressemble au Sasquatch. Il faut quand même mentionner qu'il n'y a en Amérique du Nord, on n'a jamais découvert le moindre fossile d'un primate. Jamais. Jamais. OK.
Donc, il y a quand même des maillons faibles dans l'histoire du Bigfoot. On va revenir là-dessus, mais si on regarde le film... D'ailleurs, tu m'as mentionné de Jane Goodall. Tu sais que Jane Goodall croit à l'existence du Bigfoot Sasquatch. J'ai rencontré une fois Jane Goodall. On avait parlé de cette question des primates. Et je lui lance comme ça la question, est-ce que vous croyez au Bigfoot Sasquatch? Et elle me dit, vous savez... J'étais très surpris. Je m'attendais à... Est-ce qu'elle dit, c'est de la foutaise? Et elle me dit, vous savez, il y a des trucs là-dedans qui sont vraiment intéressants. Là, j'étais très surpris d'entendre Jane Goodall, qui est madame primatologue en Amérique du Nord, qui donnait finalement, qui prêtait foi à certains éléments du dossier. Gorilla in the Mist, c'était pas fait en hommage à elle, si je me rappelle Non, bien. en fait, ça, c'était Avec Sigourney Weaver. Sigourney Weaver, c'était Diane Fossey. Oui, tu as raison, excuse-moi. Qui s'intéressait au singe également. Qui s'est beaucoup intéressé aux gorilles de montagne et qui était assassinée d'ailleurs, parce qu'elle dénonçait le braconnage qui se faisait autour des gorilles et qui a été assassinée pour son implication. Donc voilà que on a ce dossier du Sasquatch, Bigfoot. Donc notre Roger Patterson qui entreprend cette campagne, notre John Chambers qui dit j'ai pas été impliqué là-dedans. Mais évidemment, la controverse n'a pas cessé parce que John Chambers a dit je ne suis pas impliqué dans la créature. Sinon, donc, ça serait pas une bonne émission. Voilà. Donc, c'est des trucs qui reviennent périodiquement. Est-ce que quelqu'un a été impliqué ou non là-dedans? Est-ce qu'il s'agit d'un homme dans un costume? Est-ce qu'il s'agit de la vraie créature? Parce que, comme je l'ai mentionné, dans le film Patterson-Gimlin, ce qui est intéressant, c'est que ça ne peut être que deux choses. Ou c'est un gars dans un costume, ou c'est la vraie chose. Ouais. C'est pas un ours qui marche sur deux pattes, c'est pas un renard, c'est pas, tu sais, on est certain de ces éléments-là. Et puis voilà qu'au fil des ans, des gens sont sortis à gauche, à droite pour dire c'est moi le gars dans le costume. Plusieurs. Donc là, au moment où on se parle, on a à peu près 5 candidats qui ont dit c'est moi qui étais le type dans le costume. Et chaque fois que ces gens-là sont sortis pour dire qu'ils étaient la personne qui était dans le costume, leur récit était plutôt tissé de fil blanc. On trouvait facilement des failles. Et le dernier en lice, et pas le moindre, et là, on dirait que les mouvements sceptiques qui veulent absolument torpiller le film de Patterson-Gimlin sautent sur ces aveux-là, mais ce sont des aveux, comme tu le verras, qui sont aussi cousus de fil blanc. Je t'ai préparé un petit montage. On va voir. C'est un type qui s'appelle Greg Long. Et Greg Long a découvert à la fin des années 90 ce type que l'on voit avec un chapeau de cowboy, un type qui s'appelle Bob Hieronymus, qui a grandi avec Roger Patterson, donc il connaissait Roger Patterson. Et en 99, ce Bob Hieronymus dit « C'était moi le gars dans le costume, regardez, je marche comme la créature. » C'est la preuve. Toi aussi, puis moi aussi. Là. Et là, il dit qu'à l'époque, il avait reçu, il s'était fait proposer $1000 pour jouer le rôle et que Roger Patterson s'était procuré un costume auprès d'un fabricant de costumes, un dénommé Phil Morris, qui vendait des costumes dans les années 60. Oui. C'était un costume de gorille. Et là, donc, on a fait une reconstitution. On a pris Bob Hieronymus, on l'a habillé avec le costume de gorille en question et on lui a dit, tu vas nous faire une petite démarche comme ça devant la caméra pour voir de quoi ça va avoir l'air. Honnêtement, mon ami Hugo Lausière est roux et poilu et il ressemble à ça en maillot de bain. Voilà. Et quand on regarde, quand on compare les deux images, Bob Hieronymus dans son costume de gorille versus l'image du film Patterson, si on regarde simplement les mollets, comment le costume est ajusté dans le film Patterson, s'il s'agit d'un costume, on voit bien qu'on est vraiment dans deux choses tout à fait différentes. Il faut également savoir que ce Bob Hieronymus dit c'était un costume que Patterson s'était procuré à bas prix chez le fabricant de costumes Phil Morris. Mais en réalité, ça, c'est la deuxième version qu'il propose, parce que dans une première version, il va dire à Greg Long que le costume, en fait, avait été fabriqué avec des peaux de cheval tannées que Roger Patterson avait fabriqué de manière artisanale et qu'il portait. Entre un costume en peau tannée et un costume acheté, il y a quand même deux versions qui sont assez différentes. Il y a d'autres éléments aussi qui fonctionnent pas. La créature du film, on le sait parce qu'on connaît l'endroit où le film a été tourné et on est capable de savoir où se trouvait Patterson, où se trouvait la créature. Et à partir d'éléments dans la géographie du lieu, on a pu déterminer la hauteur de la créature qui fait minimalement 6 pieds 7. Alors que Bob Hieronymus mesure 6 pieds 1. Alors là, on a un 6 pouces qui fonctionne pas, là. Alors, ou bien on aurait rajouté une crête sur la tête de la créature, ce qui n'est pas apparent là, ou notre Bob Hieronymus marchait avec des escarpins. Ça marche pas, parce qu'ils ont pris après ça des empreintes des pieds. Et on va revenir sur ces empreintes. Okay. Donc, on a là, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Également, qu'on regarde le gabarit de la créature, la largeur des épaules et le mouvement des mains, et on voit que les mains sont articulées d'une image à l'autre. On voit que les doigts de la créature ont bougé. Il aurait fallu que le type qui était dans le costume ait des bras postiches. J'ai pas remarqué. Donc, les bras sont plus longs que celui d'un être humain normal. Okay. Donc, on a des proportions qui défient, en fait, le gabarit de ce Bob Hieronymus. Si ce Bob Hieronymus était dans le costume, il y avait des artifices
qu'il ne nous a pas révélé pour donner cet aspect-là. Et pour cette époque-là, c'était remarquable. C'était remarquable. Autre élément, et ça, c'est peut-être ce qui m'a agacé le plus, parce que je sais que la fraude est toujours possible. Ouais. Je suis pas là pour défendre l'authenticité du film Patterson. Je ne suis qu'un journaliste, je ne suis que le rapporteur de l'information. Mais ce qui m'a immédiatement agacé en lisant les versions que Bob Euronymous présentait à la presse, c'est de dire, on m'avait proposé $1000 pour faire le rôle du Bigfoot dans le film. Le problème, il dit, je n'ai jamais été payé par Roger Patterson. Et là, donc, j'ai décidé de le dénoncer. 30 ans après? Mais voilà, la question, on se demande, mais pourquoi attendre 30 ans après? On le sait immédiatement, on a vu des images immédiatement après que le film a été tourné. Ce Roger Patterson a entrepris à travers les États-Unis une campagne de présentation du film. Donc, il faisait, à l'époque, on présentait des documentaires dans les cinémas, les salles de spectacle. Donc, ce Roger Patterson entreprend une tournée à travers les États-Unis. Il présente son film et bien sûr, il ne devient pas millionnaire avec ça. Mais bien sûr, il va capitaliser sur les entrées, sur les présentations du film. Il devient connu. Il devient connu et il touche des droits aussi parce que le film est présenté à la télé, au cinéma. Donc, Ripley's a sûrement présenté ça. Tu te rappelles de Ripley's Believe It or Not? Bien sûr. Donc, il y a, et je me rappelle, dans les années 70, il y a même eu un documentaire qui a été présenté ici au Québec. Ça a été ma première expérience avec le film Patterson-Gimlin. C'est au milieu des années 70, un documentaire qui s'appelait L'empreinte du monstre. Je me rappelle encore du titre. Et c'était, à l'époque, dans les années 70, on présentait des documentaires dans les salles de cinéma. Les salles de cinéma, à l'époque, on présentait 2 films, rappelle-toi. Oui, ça, je me rappelle de ça, ben oui. Et souvent, ces documentaires un peu plus ou moins sérieux, assez fantastiques, comme la présence des extraterrestres, l'empreinte du monstre, était présenté en première partie du programme double. Et je me rappelle avoir vu ce documentaire dans les années 70, l'empreinte du monstre, où on voyait, et moi je voyais pour la première fois, le film de Roger Patterson. Donc, on le voit, ce Roger Patterson va capitaliser, et ça jusqu'à sa mort, au début des années 70, en 73, je crois qu'il est décédé, il va capitaliser là-dessus. Et pendant ce temps-là, notre Bob Euronymous travaille dans une usine d'embouteillage de Coca-Cola et ne dit rien. Il laisse son compagnon encaisser là-dessus. Lui, son $1000 n'est pas important. Il n'est pas important. Et puis, soudain, en 1999, il sort de l'ombre en disant « Hey, il m'a pas payé finalement. » Il se réveille. « On m'a pas payé. » Ça me paraît quand même un peu étonnant parce que, de toi à moi, si on prête à ce Roger Patterson le génie de l'escroquerie, ben, tu montes un truc comme celui-là, la première personne que tu vas passer à payer, c'est le type qui pourrait faire foirer ton plan. Ah oui. Et le premier qui pourrait faire foirer le plan, c'est ce fameux Bob Euronymous. Mais apparemment, rien ne se passe de ce côté-là. C'est quand même surprenant. Ça, c'est un élément. Bien sûr, ça ne prouve pas que le film est authentique, c'est loin de là. Mais il y a un élément dans ce témoignage-là qui m'agace énormément. Maintenant, à partir de là, on se dit, bon, le film, est-ce qu'il est une fraude? Est-ce qu'il n'est pas une fraude? Difficile à déterminer. Jusqu'à maintenant, comme tu l'as vu, des témoignages, souvent contradictoires. Oui. 5-6 candidats, j'étais le gars dans le costume, mais on n'arrive pas à le prouver. Il y a des trucs qui sont tout à fait cousus de fil blanc. Et même à l'époque, le film a impressionné des experts en trucage vidéo, des experts en maquillage, en costume. Donc, est-ce que le film Patterson est authentique ou non? On ne peut pas trancher définitivement. Alors, on passe à l'étape suivante. Est-ce qu'on peut démontrer au moins l'existence de cette créature sur Bigfoot? Si on peut pas Parce qu'on a des moulages, on a trouvé des choses. Il y a toutes sortes d'éléments qui vont alimenter le dossier. Alors, regardons d'abord les moulages, et pas n'importe lesquels. Commençons d'abord par les moulages du film Patterson-Gimlin. Donc, on le sait, après que la créature ait été observée par Roger Patterson et Bob Gimlin, Patterson va tourner son fameux film, et là, il va retourner sur place, il va faire des moulages des empreintes, le pied gauche et le pied droit, et qui va donner, donc, on les voit à l'écran, ces 2 moulages. Ces moulages, éventuellement, Patterson va se faire photographier longuement avec eux, et ces moulages, j'ai eu la chance de parler avec Patricia Patterson, et là, on les voit, ils sont ici. Ce sont les originaux qu'on vient de voir. Ce sont les originaux qu'on vient de voir, Roger Patterson avec, donc j'ai parlé avec Patricia Patterson, la veuve de Roger Patterson, qui a accepté de me remettre les 2 moulages en question. Et là, écoute, on tombe vraiment dans quelque chose de très fascinant. Juste mettre ça au clair, si quelqu'un trouve que ça sent un petit pied, c'est pas lui. Et quand on regarde ça, c'est quand même fascinant. Ce que j'ai fait, parce que tout le monde parle de ces moulages, et là, évidemment, les sceptiques vont prétendre, mais oui, mais un moulage, c'est facile. Il suffit de tailler dans une pièce de bois un faux pied, l'accrocher après ses chaussures et aller dans la forêt et faire Bon, moi, j'ai fait l'expérience. Je me suis retrouvé sur la côte ouest américaine, près de Vancouver, où j'ai rencontré John Green, qui est une légende, un des tout premiers à s'être intéressé au Bigfoot dans les années 1950, qui était l'éditeur d'un journal local. Et ce John Green a écrit plusieurs ouvrages. C'est Monsieur Bigfoot, ce John Green. Donc, je me rends chez John Green et
Et on va faire une expérience. On fait des faux pieds qu'on met sur une paire d'espadrilles et on fait dans le jardin de John Green. Je t'ai amené des images. Et je chose donc ces fameux faux pieds. Et là, dans le jardin de John Green, il y a cette surface d'à peu près 20 mètres. Et là, je tente de faire des empreintes sous l'œil, on voit amusé de John Green. Et immédiatement, quand on regarde ces empreintes-là, c'est clair qu'il s'agit d'un trucage. Chaque empreinte est identique. Tes empreintes à toi. Mes empreintes sont tout à fait identiques. Et toi-même, par exemple, si tu vas sur la plage, tu n'arriveras pas à faire 2 empreintes identiques si tu marches dans le sable. Non. Chaque empreinte doit être différente. Alors, quand on regarde ces fameux moulages, ce que j'ai fait à partir du moment où je les ai obtenus, j'ai demandé à un de mes amis, qui était le directeur de la Société de paléontologie du Québec. Celui-là est spectaculaire. Hein? Ouais, celui-là était particulièrement intéressant. Donc, j'ai demandé à un bon ami à moi, qui était le directeur à l'époque de la Société de paléontologie du Québec, Michel Divergilio, d'utiliser la même technique qu'on utilise sur les fossiles. Lorsqu'on trouve une pierre avec un fossile, on va souvent utiliser une technique qu'on dit la photographie 3D. Et cette photographie 3D va permettre de voir des reliefs dans la pierre qui va témoigner de la qualité du fossile. Donc, Michel, qui était assez amusé par l'idée de faire une expérience comme celle-là avec des moulages de pieds de Bigfoot, et je dois te dire qu'au départ, Michel n'y accordait absolument aucun crédit. Et lorsqu'il se prête à l'expérience, il met à peu près une semaine. Et là, il me rappelle, il a été très intrigué. Et là, quand on s'est rencontrés, il me disait, écoute, il faut bien l'avouer, ce sont des moulages qui sont spectaculaires. Pourquoi? Parce qu'il ne fait aucun doute que le pied qui a fait cette empreinte-là était un pied articulé. C'est pas quelque chose taillé dans une pièce de bois. On a vraiment un pied dont le talon a été posé en premier, qui a roulé sur l'arche du pied. Les orteils se sont soulevés en tout dernier lieu. Il y a un squelette en tout Il y a un squelette, donc on peut même voir une ossature dans le pied qui témoigne qu'il s'agissait d'un pied articulé. Okay. Encore une fois, on ne dit pas que c'est authentique. Il y a toujours place à la fraude. Il y a toujours une possibilité de fraude. Mais c'est quand même une fraude qui aurait été beaucoup plus complexe que simplement tailler un faux pied dans un morceau de bois et de faire des empreintes. Et dans d'autres cas, pas nécessairement dans le cas du film Patterson-Gimlin, mais dans d'autres cas, comme si je t'ai amené une autre empreinte. Et si on regarde, ici, on peut voir sur les côtés de la fameuse empreinte en question, on peut voir les marques dermiques. Donc, ce sont les empreintes digitales de la peau. Parce que tu marches, par exemple, ton pied, évidemment, va s'écraser et le derme va avoir des plis. Oui. Et on peut voir ces plis-là dans ces empreintes-là. Encore une fois, s'il s'agit d'un canular, il ne faut pas se le cacher, c'est un canular qui était excessivement complexe. Ouais. Dans le cas des empreintes, non seulement on a l'impression que c'est un pied articulé, qu'il y a une ossature dans le pied, dans certains cas on peut voir des crêtes dermiques, il faut aussi se rappeler que ces empreintes ont été observées partout. Hein? Et quand on parle, on dit partout, pas forcément sur le bord d'une autoroute. À la rigueur, je vais faire un canular, je fais un faux pied sur le bord d'une autoroute, je suis à peu près certain que quelqu'un va trouver le pied et éventuellement la presse va s'emparer de l'affaire. Oui, t'as une guêpe autour de toi. Il y a comme une guêpe qui nous traîne dans le lab hanté. Voilà. Bon, voilà. C'est notre boîte à Thibault qui a fait ça. Mais dans le cas des empreintes de Bigfoot, on en a trouvé partout et même parfois dans des régions très isolées. Donc, il fallait marcher des jours en forêt pour finalement des gens qui faisaient un trekking en forêt, par exemple, vont marcher pendant des jours et puis finalement, ils vont arriver dans un endroit quasi inexploré, quasi inaccessible et on va trouver 6, 7, 8 empreintes sur le bord d'un petit étang. C'est quand même curieux si c'est un canular qu'un type se soit aventuré 3 jours en forêt pour faire des empreintes dans un... Et les 6 empreintes sont différentes. Et les 6 empreintes sont différentes, alors on se dit c'est quand même curieux que quelqu'un se soit donné cette peine-là. Il faut se rappeler aussi que des empreintes, là on parle du Sasquatch, Bigfoot, mais rappelons-nous par exemple des empreintes aussi du Yeti ont été observées sur des glaciers à 2 ou 3 000 mètres d'altitude. Évidemment, on n'a pas encore la preuve que ça ne prouve pas que la créature est authentique. C'est simplement des questions qu'on doit se poser. C'est facile de balayer tout du revers de la main, mais ce sont des questions qu'on doit se poser. Qui fait ça? Est-ce qu'il existe? Et des empreintes comme celle-là, je te rappelle, qu'on en observe depuis la fin du 19e siècle. Hein. Les premiers récits, je me rappelle, c'est des explorateurs, par exemple, qui visitaient la région de Banff, au Canada. Oui. Les premiers récits, par exemple, ce sont des explorateurs qui ont rapporté avoir observé des empreintes comme celle-là dans la neige, près de Banff, au Canada. Et là, on parle de la fin du 19e siècle. Et aujourd'hui, en 2016, on continue d'observer des empreintes comme celle-là de manière sporadique. Elles apparaissent à gauche et à droite. Alors, on peut se demander s'il existe une sorte de franc-maçonnerie de la fausse empreinte. Donc, un petit groupe fermé qui, eux, s'échangent le secret de l'empreinte, comme on s'échange le secret de la caramel. Et on va comme ceux ça... qui font les crop circles, parce que c'est la même histoire. Voilà. Donc, on peut toujours se poser cette question. Donc, l'idée de la fraude n'est pas exclue, mais s'il s'agit d'une fraude, c'est beaucoup plus complexe qu'on peut l'imaginer dans certains cas. Question qui va sûrement revenir, ça pourrait pas être une tribu, une très grande tribu avec de très grands pieds. Si on compare ça à un pied humain, jusqu'à quel point c'est plus grand?
Je sais que c'est pas du 10, là. Je suis conscient de ça. Non seulement c'est plus grand, mais également la forme du pied n'est pas celle d'un pied humain. Et ça, qu'est-ce qui est intéressant, encore une fois? Tu vois, s'il s'agissait d'un canular, faut se dire que les gens qui ont fait le canular connaissaient bien l'ossature humaine, mais connaissaient également sa déformation. Dans la mesure où si on parle d'une créature bipède, comme le Bigfoot, et là, on parle toujours dans le cadre d'une hypothèse. Imaginons que la créature existe, elle fait donc plus de 200 kilos, elle mesure 2,50 m de haut. À partir d'un certain poids, à partir à peu près de 100-150 kilos, l'arche du pied va s'écraser parce qu'elle n'est plus capable de supporter le poids. Et en s'écrasant, les orteils vont se placer en éventail. Elles vont obligatoirement prendre la forme d'un éventail et le talon va se scinder en deux. Il va former deux coussinets plantaires à la base du talon. Les spécialistes de l'ossature connaissent ces détails-là. Et pourtant, ces détails-là, on les retrouve dans des empreintes que je t'ai amenées. Ça veut dire que non seulement les spécialistes en ostéologie connaissent ce détail-là, mais également les fabricants de faux pieds le connaissent aussi. Parce que si ce sont des faux pieds, ces détails-là se retrouvent dans ces moulages. Wow. Maintenant, si tu me poses la question, est-ce que moi, je crois en l'existence du Bigfoot? Je te pose la question. Est-ce que toi, tu crois en l'existence du Bigfoot? C'est bien que tu me poses cette question. Disons que je suis pas convaincu. Je reconnais que les empreintes, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup, mais il faudrait beaucoup plus pour pouvoir me convaincre de la réalité de l'existence d'une race d'hominidés inconnus qui vivrait dans les forêts d'Amérique du Nord. Et d'ailleurs, une expérience assez amusante qui a été faite à ce propos-là, et je t'ai amené un petit montage. On est au début des années 2000. Tu vois ici à l'écran un type qui s'appelle Brian Sykes. Brian Sykes, il est professeur de génétique et il dirige un laboratoire de génétique à l'université d'Oxford. Et au début des années 2010, il a lancé l'invitation aux chasseurs de Bigfoot et de Sasquatch à travers le monde en leur disant, si vous avez des échantillons biologiques, et quand on parle d'échantillons biologiques, poils, bave, excréments, tout ce que tu voudras, on s'est dit, est-ce que vous avez des échantillons biologiques? Envoyez-les. Et je vais les étudier et analyser. On va essayer de sortir, par exemple, l'ADN de ces créatures et on va essayer de déterminer si on est en présence d'hominidés inconnus. Alors, il a demandé, envoyez-moi de la bave, des cheveux, du poil, du caca. Donc, cette invitation-là a été envoyée à peu près à tous les groupes et associations qui font de la recherche sur le Sasquatch et le Yeti. Et là, d'ailleurs, on voit un supposé scalp de Yeti avec une main de Yeti. Et on voit ici des échantillons de chair avec des poils. Donc, ces échantillons, de nombreux échantillons ont été envoyés. En fait, 57 échantillons envoyés par des individus privés ou des organismes ont été envoyés à Brian Sykes. Là, ici, on voit d'ailleurs une crotte de Bigfoot. Hein? Et donc, notre Brian Sykes a étudié, a analysé ces 57 échantillons. En fait, pas les 57. Sur les 57, il en a retenu 37. Sur les 5, il y en avait 20 qu'il a éliminés pour différentes raisons. Et sur les 37 qu'il a analysés... C'est un beau sourire, ça. Voilà, aucun ne provenait d'un hominidé. Aucun. Il a publié d'ailleurs dans le journal, dans un périodique scientifique, les résultats de ses analyses. Et ce qui nous ramène donc à aucun échantillon biologique qui provient effectivement de ces créatures. Excusez-moi, on va pogner les nerfs après une gage, je suis désolé, mais c'est ça le direct, c'est merveilleux. Donc, et là, donc, Brian Sykes, encore une fois, Brian Sykes ne dit pas l'analyse de Brian Sykes, qui a d'ailleurs publié un ouvrage, parce que l'analyse est reprise ensuite dans un ouvrage qui est écrit dans un style beaucoup plus populaire que les périodiques scientifiques. Et Brian Sykes ne dit pas le Sasquatch n'existe pas, le Yeti n'existe pas, mais il reconnaît effectivement que les échantillons biologiques qu'on lui a envoyés ne sont pas ceux d'un hominidé inconnu. Ils se sont tous révélés être autre chose. D'ailleurs, moi-même, j'ai ici une belle couette de poils de Sasquatch, que tu vois ici. Et qui, en fait... C'est-tu du synthétique? Non, pas du tout. C'est de l'authentique crin de cheval. Ah, d'accord. Et c'est un peu à l'image de ce qui a été envoyé à Brian Sykes. C'est-à-dire que Giovanni, excuse-moi. Les extraterrestres ont montré Richard Glenn. OK, d'accord. Mais donc, tous les échantillons analysés par Brian Sykes se sont révélés effectivement autre chose. C'est-à-dire qu'il s'agissait ou bien de poils de bœuf, des poils du crin de cheval, des excréments de renard, des excréments de toutes sortes d'animaux, mais aucun d'entre eux ne provenait d'un hominidé inconnu. Et tu t'es su? Aurais-tu aimé ça qu'on ait au moins de vraies preuves? Oui, parce qu'on aurait eu une preuve. On a un film qui est excessivement controversé, même si on n'arrive pas à trancher pour ou contre, est-ce qu'il s'agit d'un canular. On a des empreintes qui sont intéressantes, mais encore là, il y a loin de la coupe aux lèvres entre dire qu'une empreinte est intéressante et de dire qu'il s'agit réellement de la preuve irréfutable de l'existence d'une race d'hominidés inconnus. Mais la question que tu soulèves est bonne, parce que absolument. Un vrai pied mécanique voilà, de cette grosseur-là, c'est impressionnant. C'est quand même très impressionnant.
Et ensuite, on aurait pu avoir une preuve biologique, ADN, scientifique, irréfutable, comme celles qui sont admises devant les tribunaux, en ayant eu ces échantillons biologiques. Malheureusement, les analyses menées par Brian Sykes montrent à tout le moins que les 37 échantillons analysés ne provenaient pas d'hominidés inconnus, ce qui nous renvoie un peu à la case départ. Donc, on ne sait pas est-ce que le Bigfoot existe, oui ou non. Il appartient encore une fois à ce domaine, cet univers de l'inconnu, cet univers du « je ne suis pas certain », comme est le monstre du Loch Ness, malgré qu'il y a des choses intéressantes dans le dossier, mais encore une fois, on est loin de la preuve absolue de l'existence de cette créature. Ce qui m'étonne toujours quand même, c'est qu'on en a parlé, puis à chaque émission, je pense qu'on aborde cette question-là, l'évolution des technologies qui est tout à fait remarquable. Ben oui. Et aujourd'hui, on en est, tout le monde a un appareil photo, tout le monde a un appareil numérique, et malheureusement, quand on parle d'images du Bigfoot, aucune d'entre elles, malgré tout l'avènement de ces nouvelles technologies, on n'a jamais vu d'image apparaître qui était aussi éloquente que celle du film de Roger Patterson. Et là, pourtant, c'est quelque chose qui remonte à 50 ans maintenant. Wow. À tout le moins 50 ans, à part ça, va avoir l'air. Honnêtement, mon ami Hugo Lausière est roux et poilu et il ressemble à ça en maillot de bain. Voilà. Et quand on regarde, quand on compare les deux images, Bob Euronymous dans son costume de gorille versus l'image du film Patterson, si on regarde simplement les mollets, comment le costume est ajusté dans le film Patterson, s'il s'agit d'un costume, on voit bien qu'on est vraiment dans deux choses tout à fait différentes. Il faut également savoir que ce Bob Euronymous dit c'était un costume que Patterson s'était procuré à bas prix chez le fabricant de costumes Phil Morris. Mais en réalité, ça, c'est la deuxième version qu'il propose, parce que dans une première version, il va dire à Greg Long que le costume, en fait, avait été fabriqué avec des peaux de cheval tannées que Roger Patterson avait fabriqué de manière artisanale et qu'il portait. Entre un costume en peau tannée et un costume acheté, il y a quand même deux versions qui sont assez différentes. Il y a d'autres éléments aussi qui fonctionnent pas. La créature du film, on le sait parce qu'on connaît l'endroit où le film a été tourné et on est capable de savoir où se trouvait Patterson, où se trouvait la créature. Et à partir d'éléments dans la géographie du lieu, on a pu déterminer la hauteur de la créature qui fait minimalement 6 pieds 7. Alors que Bob Euronymous mesure 6 pieds 1. Alors là, on a un 6 pouces qui fonctionne pas, là. Alors, ou bien on aurait rajouté une crête sur la tête de la créature, ce qui n'est pas apparent là, ou notre Bob Euronymous marchait avec des escarpins. Ça marche pas, parce qu'ils ont pris après ça des empreintes des pieds. Et on va revenir sur ces empreintes. Okay. Donc, on a là, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Également, qu'on regarde le gabarit de la créature, la largeur des épaules et le mouvement des mains, et on voit que les mains sont articulées d'une image à l'autre. On voit que les doigts de la créature ont bougé. Il aurait fallu que le type qui était dans le costume ait des bras postiches. J'ai pas remarqué. Donc, les bras sont plus longs que celui d'un être humain normal. Okay. Donc, on a des proportions qui défient, en fait, le gabarit de ce Bob Euronymous. Si ce Bob Euronymous était dans le costume, il y avait des artifices qu'il ne nous a pas révélés pour donner cet aspect-là. Et pour cette époque-là, c'était remarquable. C'était remarquable. Autre élément, et ça, c'est peut-être ce qui m'a agacé le plus, parce que je sais que la fraude est toujours possible, puis je suis pas là pour défendre l'authenticité du film Patterson, je ne suis qu'un journaliste, je ne suis que le rapporteur de l'information. Mais ce qui m'a immédiatement agacé en lisant les versions que Bob Euronymous présentait à la presse, c'est de dire on m'avait proposé $1000 pour faire le rôle du Bigfoot dans le film. Le problème, il dit, je n'ai jamais été payé par Roger Patterson. Et là, donc, j'ai décidé de le dénoncer. 30 ans après? Mais voilà, la question, on se demande, mais pourquoi attendre 30 ans après? On le sait immédiatement, on a vu des images immédiatement après que le film a été tourné. Ce Roger Patterson a entrepris à travers les États-Unis une campagne de présentation du film. Donc, il faisait, à l'époque, on présentait des documentaires dans les cinémas, les salles de spectacle. Donc, ce Roger Patterson entreprend une tournée à travers les États-Unis. Il présente son film et bien sûr, il ne devient pas millionnaire avec ça. Mais bien sûr, il va capitaliser sur les entrées, sur les présentations du film. Il devient connu. Il devient connu et il touche des droits aussi parce que le film est présenté. Et je me rappelle avoir vu ce documentaire dans les années 70, L'empreinte du monstre, où on voyait, et moi je voyais pour la première fois, le film de Roger Patterson. Donc, on le voit, ce Roger Patterson va capitaliser, et ça jusqu'à sa mort, au début des années 70, en 73, je crois qu'il est décédé, il va capitaliser là-dessus. Et pendant ce temps-là, notre Bob Euronymous travaille dans une usine d'embouteillage de Coca-Cola et ne dit rien. Il laisse son compagnon encaisser là-dessus. Et puis son $1000 n'est pas important. Il n'est pas important. Et puis soudain, en 1999, il sort de l'ombre en disant « Hey, il m'a pas payé finalement. » Il se réveille. « On m'a pas payé. » Ça me paraît quand même un peu étonnant parce que de toi à moi, si on prête à ce Roger Patterson le génie de l'escroquerie,
ben tu montes un truc comme celui-là, la première personne que tu vas passer à payer, c'est le type qui pourrait faire foirer ton plan. Ah oui. Et le premier qui pourrait faire foirer le plan, c'est ce fameux Bob Hieronymus. Mais apparemment, rien ne se passe de ce côté-là. C'est quand même surprenant. Ça, c'est un élément, bien sûr, ça ne prouve pas que le film est authentique, c'est loin de là, mais il y a un élément dans ce témoignage-là qui m'agace énormément. Maintenant, à partir de là, on se dit, bon, le film, est-ce qu'il est une fraude? Est-ce qu'il n'est pas une fraude? Difficile à déterminer. Jusqu'à maintenant, comme tu l'as vu, des témoignages, souvent contradictoires. Oui. 5-6 candidats, j'étais le gars dans le costume, mais on n'arrive pas à le prouver. Il y a des trucs qui sont tout à fait cousus de fil blanc. Et même à l'époque, le film a impressionné des experts en trucage vidéo, des experts en maquillage, en costume. Donc, est-ce que le film Patterson est authentique ou non? On ne peut pas trancher définitivement. Alors, on passe à l'étape suivante. Est-ce qu'on peut démontrer au moins l'existence de cette créature sur Bigfoot? Si on peut pas Parce qu'on a des moulages, on a trouvé des choses. Il y a toutes sortes d'éléments qui vont alimenter le dossier. Alors, regardons d'abord les moulages, et pas n'importe lesquels. Commençons d'abord par les moulages du film Patterson-Gimlin. Donc, on le sait, après que la créature ait été observée par Roger Patterson et Bob Gimlin, Patterson va tourner son fameux film, et là, il va retourner sur place, il va faire des moulages des empreintes, le pied gauche et le pied droit, et qui va donner, donc, on les voit à l'écran, ces deux moulages. Ces moulages, éventuellement, bon, Patterson va se faire photographier longuement avec eux, et ces moulages, j'ai eu la chance de parler avec Patricia Patterson, et là, on les voit, ils sont ici. Ce sont les originaux Ce sont les originaux qu'on vient de voir Roger Patterson avec, donc j'ai parlé avec Patricia Patterson, la veuve de Roger Patterson, qui a accepté de me remettre les deux moulages en question. Et là, écoute, on tombe vraiment dans quelque chose de très fascinant. Juste mettre ça au clair, si quelqu'un trouve que ça sent un petit pied, c'est pas lui. Et quand on regarde ça, c'est quand même fascinant. Ce que j'ai fait, parce que tout le monde parle de ces moulages, et là, évidemment, les sceptiques vont prétendre, mais oui, mais un moulage, c'est facile. Il suffit de tailler dans une pièce de bois un faux pied, l'accrocher après ses chaussures et aller dans la forêt et faire un truc. Bon, moi, j'ai fait l'expérience. Je me suis retrouvé sur la côte ouest américaine, près de Vancouver, où j'ai rencontré John Green, qui est une légende, un des tout premiers à s'être intéressé au Bigfoot dans les années 1950, qui était l'éditeur d'un journal local. Bon, moi, j'ai fait l'expérience. Je me suis retrouvé sur la côte ouest américaine, près de Vancouver, où j'ai rencontré John Green, qui est une légende, un des tout premiers à s'être intéressé au Bigfoot dans les années 1950, qui était l'éditeur d'un journal local. Et ce John Green a écrit plusieurs ouvrages. C'est Monsieur Bigfoot, ce John Green. Donc, je me rends chez John Green et on va faire une expérience. On fait des faux pieds qu'on met sur une paire d'espadrilles et on fait dans le jardin de John Green. Je t'ai amené des images et je chose donc ces fameux faux pieds. Et là, dans le jardin de John Green, il y a cette surface d'à peu près 20 mètres. Et là, je tente de faire des empreintes sous l'œil, on voit amusé de John Green. Et immédiatement, quand on regarde ces empreintes-là, c'est clair qu'il s'agit d'un trucage. Chaque empreinte est identique. Tes empreintes à toi. Mes empreintes sont tout à fait identiques. Et toi-même, par exemple, si tu vas sur la plage, tu n'arriveras pas à faire deux empreintes identiques si tu marches dans le sable. Non. Chaque empreinte va être différente. Alors, quand on regarde ces fameux moulages, ce que j'ai fait à partir du moment où je les ai obtenus, j'ai demandé à un de mes amis qui était le directeur de la Société de paléontologie du Québec. Celui-là est spectaculaire. Hein? Ouais, celui-là était particulièrement intéressant. Donc, j'ai demandé à un bon ami à moi, qui était le directeur à l'époque de la Société de paléontologie du Québec, Michel Divergilio, d'utiliser la même technique qu'on utilise sur les fossiles. Hein, lorsqu'on trouve une pierre avec un fossile, on va souvent utiliser une technique qu'on dit la photographie 3D, et cette photographie 3D va permettre de voir des reliefs dans la pierre qui va témoigner de la qualité du fossile. Donc, Michel, qui était assez amusé par l'idée de faire une expérience comme celle-là avec des moulages de pieds de Bigfoot, et je dois te dire qu'au départ, Michel n'y accordait absolument aucun crédit. Et lorsqu'il se prête à l'expérience, il met à peu près une semaine. Et là, il me rappelle, il a été très intrigué. Et là, quand on s'est rencontrés, il me disait, écoute, il faut bien l'avouer, ce sont des moulages qui sont spectaculaires. Pourquoi? Parce qu'il ne fait aucun doute que le pied qui a fait cette empreinte-là était un pied articulé. C'est pas quelque chose taillé dans une pièce de bois. On a vraiment un pied dont le talon a été posé en premier, qui a roulé sur l'arche du pied. Les orteils se sont soulevés en tout dernier lieu. Il y a un squelette en tout. Il y a un squelette, donc on peut même voir une ossature dans le pied qui témoigne qu'il s'agissait d'un pied articulé. Encore une fois, on ne dit pas que c'est authentique. Il y a toujours place à la fraude. Il y a toujours une possibilité de fraude. Mais c'est quand même une fraude qui aurait été beaucoup plus complexe que simplement tailler un faux pied dans un morceau de bois et de faire des empreintes. Et dans d'autres cas, pas nécessairement dans le cas du film Patterson-Gimlin, mais dans d'autres cas, comme si je t'ai amené une autre empreinte.
Et si on regarde ici, on peut voir sur les côtés de la fameuse empreinte en question, on peut voir les marques dermiques. Donc, ce sont les empreintes digitales de la peau. Lorsque tu marches, par exemple, ton pied, évidemment, va s'écraser et le derme va avoir des plis. Oui. Et on peut voir ces plis-là dans ces empreintes-là. Encore une fois, s'il s'agit d'un canular, on en observe depuis la fin du 19e siècle. Les premiers récits, je me rappelle, c'est des explorateurs, par exemple, qui visitaient la région de Banff, au Canada. Oui. Les premiers récits, par exemple, ce sont des explorateurs qui ont rapporté avoir observé des empreintes comme celle-là dans la neige, près de Banff, au Canada. Et là, on parle de la fin du 19e siècle. Et aujourd'hui, en 2016, on continue d'observer des empreintes comme celle-là de manière sporadique. Elles apparaissent à gauche et à droite. Alors, on peut se demander s'il existe une sorte de franc-maçonnerie de la fausse empreinte, donc un petit groupe fermé qui, eux, s'échangent le secret de l'empreinte, comme on s'échange le secret de la caramel, et on va comme ceux ça... qui font les crop circles, voilà. parce que la même histoire. Voilà. Donc, on peut toujours se poser circles. cette question. Donc, l'idée de la fraude n'est pas exclue, mais s'il s'agit d'une fraude, c'est beaucoup plus complexe qu'on peut l'imaginer dans certains cas. Question qui va sûrement revenir, ça pourrait pas être une tribu, une très grande tribu avec de très grands pieds. Si on compare ça à un pied humain, jusqu'à quel point c'est plus grand? Je sais que c'est pas du 10, là, je suis conscient de ça. Non seulement c'est plus grand, mais également la forme du pied n'est pas celle d'un pied humain. Et ça, qu'est-ce qui est intéressant, encore une fois? Tu vois, s'il s'agissait d'un canular, il faut se dire que les gens qui ont fait le canular connaissaient bien l'ossature humaine, mais connaissaient également sa déformation. Dans la mesure où si on parle d'une créature bipède, comme le Bigfoot, et là, on parle toujours dans le cadre d'une hypothèse. Imaginons que la créature existe, elle fait donc plus de 200 kilos, elle mesure 2,50 m de haut. À partir d'un certain poids, à partir à peu près de 100-150 kilos, l'arche du pied va s'écraser parce qu'elle n'est plus capable de supporter le poids. Et en s'écrasant, les orteils vont se placer en éventail. Ils vont obligatoirement prendre la forme d'un éventail et le talon va se scinder en deux. Il va former deux coussinets plantaires à la base du talon. Les spécialistes de l'ossature connaissent ces détails-là. Et pourtant, ces détails-là, on les retrouve dans des empreintes que je t'ai amenées. Ça veut dire que non seulement les spécialistes en ostéologie connaissent ce détail-là, mais également les fabricants de faux pieds le connaissent aussi. Parce que si ce sont des faux pieds, ces détails-là se retrouvent dans ces moulages. Wow. Maintenant, si tu me poses la question, est-ce que moi, je crois en l'existence du Bigfoot? Je te pose la question. Est-ce que toi, tu crois en l'existence du Bigfoot? C'est bien que tu me poses cette question. Disons que je suis pas convaincu. Je reconnais que les empreintes, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup, mais il faudrait beaucoup plus pour pouvoir me convaincre de la réalité de l'existence d'une race d'hominidés inconnus qui vivrait dans les forêts d'Amérique du Nord. Et d'ailleurs, une expérience assez amusante qui a été faite à ce propos-là, et je t'ai amené un petit montage. On est au début des années 2000. Tu vois ici à l'écran un type qui s'appelle Brian Sykes. Brian Sykes, il est professeur de génétique et il dirige un laboratoire de génétique à l'université d'Oxford. Et au début des années 2010, il a lancé l'invitation aux chasseurs de Bigfoot et de Sasquatch à travers le monde en leur disant, si vous avez des échantillons biologiques, et quand on parle d'échantillons biologiques, poils, bave, excréments, tout ce que tu voudras, on s'est dit, est-ce que vous avez des échantillons biologiques? Envoyez-les et je vais les étudier et analyser. On va essayer de sortir, par exemple, comme ça, la question, est-ce que vous croyez au Bigfoot, Sasquatch? Et elle me dit, vous savez, j'étais très surpris, je m'attendais à, est-ce qu'elle dit, c'est de la foutaise? Et elle me dit, vous savez, il y a des trucs là-dedans qui sont vraiment intéressants. Là, j'étais très surpris d'entendre Jane Goodall, qui est madame primatologue en Amérique du Nord, qui donnait finalement, qui prêtait foi à certains éléments du dossier. Gorilla in the Mist, c'était pas fait en hommage à elle, si je me rappelle. Non, en fait, ça, c'était avec Sigourney Weaver. Sigourney Weaver, c'était Diane Fawcett. Oui, tu as raison, excuse-moi. Qui s'intéressait au singe également. Qui s'est beaucoup intéressé aux gorilles de montagne et qui était assassinée d'ailleurs, parce qu'elle dénonçait le braconnage qui se faisait autour des gorilles et qui a été assassinée pour son implication. Donc voilà que on a ce dossier du Sasquatch, Bigfoot. Donc notre Roger Patterson qui entreprend cette campagne, notre John Chambers qui dit j'ai pas été impliqué là-dedans. Mais évidemment, la controverse n'a pas cessé parce que John Chambers a dit « Je ne suis pas impliqué dans la créature ». Sinon, donc, ça ne pas une bonne émission. Voilà, donc c'est des trucs qui reviennent périodiquement. Est-ce que quelqu'un a été impliqué ou non là-dedans? Est-ce qu'il s'agit d'un homme dans un costume? Est-ce qu'il s'agit de la vraie créature? Parce que, comme je l'ai mentionné, dans le film Patterson-Gimlin, ce qui est intéressant, c'est que ça ne peut être que deux choses. Ou c'est un gars dans un costume, ou c'est la vraie chose. Ouais. C'est pas un ours qui marche sur deux pattes, c'est pas un renard, c'est pas... On est certain de ces éléments-là. Et puis voilà qu'au fil des ans, des gens sont sortis à gauche, à droite pour dire « c'est moi le gars dans le costume ».
Au moment où plusieurs. Plusieurs. Donc là, au moment où on se parle, on a à peu près 5 candidats qui ont dit c'est moi qui étais le type dans le costume. Et chaque fois que ces gens-là sont sortis pour dire qu'ils étaient la personne qui était dans le costume, ben leur récit était plutôt tissé de fil blanc. On trouvait facilement des failles. Et le dernier en lice, et pas le moindre, et là, on dirait que les mouvements sceptiques qui veulent absolument torpiller le film de Patterson-Gimlin sautent sur ces aveux-là, mais ce sont des aveux, comme tu le verras, qui sont aussi cousus de fil blanc. Je t'ai préparé un petit montage. On va voir. C'est un type qui s'appelle Greg Long. Et Greg Long a découvert à la fin des années 90 ce type que l'on voit avec un chapeau de cowboy, un type qui s'appelle Bob Hieronymus, qui a grandi avec Roger Patterson, donc il connaissait Roger Patterson. Et en 99, ce Bob Hieronymus dit « C'était moi le gars dans le costume, regardez, je marche comme la créature. Hein, » ouais, mais toi aussi, puis moi aussi. Là. Et là, il dit qu'à l'époque, il avait reçu, il s'était fait proposer $1000 pour jouer le rôle et que Roger Patterson s'était procuré un costume auprès d'un fabricant de costumes, un dénommé Phil Morris, qui vendait des costumes dans les années 60. Oui. C'était un costume de gorille. Et là, donc, on a fait une reconstitution. On a pris Bob Hieronymus, on l'a habillé avec le costume de gorille en question et on lui a dit, tu vas nous faire une petite démarche comme ça devant la caméra pour voir de quoi ça va avoir l'air. Honnêtement, mon ami Hugo Lausière est roux et poilu et il ressemble à ça en maillot de bain. Voilà. Et quand on regarde, quand on compare les deux images, Bob Hieronymus dans son costume de gorille versus passer à payer, c'est le type qui pourrait faire foirer ton plan. Ah oui. Et le premier qui pourrait faire foirer le plan, c'est ce fameux Bob Hieronymus. Mais apparemment, rien ne se passe de ce côté-là. C'est quand même surprenant. Ça, c'est un élément. Bien sûr, ça ne prouve pas que le film est authentique, c'est loin de là. Mais il y a un élément dans ce témoignage-là qui m'agace énormément. Maintenant, à partir de là, on se dit, bon, le film, est-ce qu'il est une fraude? Est-ce qu'il n'est pas une fraude? Difficile à déterminer. Jusqu'à maintenant, comme tu l'as vu, des témoignages, souvent contradictoires. Oui. 5-6 candidats, j'étais le gars dans le costume, mais on n'arrive pas à le prouver. Il y a des trucs qui sont tout à fait cousus de fil blanc. Et même à l'époque, le film a impressionné des experts en trucage vidéo, des experts en maquillage, en costume. Donc, est-ce que le film Patterson est authentique ou non? On ne peut pas trancher définitivement. Alors, on passe à l'étape suivante. Est-ce qu'on peut démontrer au moins l'existence de cette créature sur Bigfoot? Si on peut pas Parce qu'on a des moulages, on a trouvé des choses. Il y a toutes sortes d'éléments qui vont alimenter le dossier. Alors, regardons d'abord les moulages, et pas n'importe lesquels. Commençons d'abord par les moulages du film Patterson-Gimlin. Donc, on le sait, après que la créature ait été observée par Roger Patterson et Bob Gimlin, Patterson va tourner son fameux film, et là, il va retourner sur place, il va faire des moulages des empreintes, le pied gauche et le pied droit, et qui va donner, donc, on les voit à l'écran, ces deux moulages. Ces moulages, éventuellement, bon, Patterson va se faire photographier longuement avec eux, et ces moulages, j'ai eu la chance de parler avec Patricia Patterson, et là, on les voit, ils sont ici. Ce sont les originaux Ce sont les originaux qu'on vient de voir, Roger Patterson avec, donc j'ai parlé avec Patricia Patterson, la veuve de Roger Patterson, qui a accepté de me remettre les deux moulages en question. Et là, écoute, on tombe vraiment dans quelque chose de très fascinant. Juste mettre ça au clair, si quelqu'un trouve que ça sent un petit pied, c'est pas lui. Et quand on regarde ça, c'est quand même fascinant. Ce que j'ai fait, parce que tout le monde parle de ces moulages, et là, évidemment, les sceptiques vont prétendre, mais oui, mais un moulage, c'est facile. Il suffit de tailler dans une pièce de bois un faux pied, l'accrocher après ses chaussures et aller dans la forêt et faire un truc. Bon, moi, j'ai fait l'expérience. Je me suis retrouvé sur la côte ouest américaine, près de Vancouver, où j'ai rencontré John Green, qui est une légende, un des tout premiers à s'être intéressé au Bigfoot dans les années 1950, qui était l'éditeur d'un journal local. Et ce John Green a écrit plusieurs ouvrages. C'est Monsieur Bigfoot, ce John Green. Donc, je me rends chez John Green et on va faire une expérience. On fait des faux pieds qu'on met sur une paire d'espadrilles et on fait dans le jardin de John Green. Je t'ai amené des images et je chose donc ces fameux faux pieds. Et là, dans le jardin de John Green, il y a cette surface d'à peu près 20 mètres. Et là, je tente de faire des empreintes sous l'œil, on voit amusé. De John Green. Et immédiatement, quand on regarde ces empreintes-là, c'est clair qu'il s'agit d'un trucage. Chaque empreinte est identique. Tes empreintes à toi. Mes empreintes sont tout à fait identiques. Et toi-même, par exemple, si tu vas sur la plage, tu n'arriveras pas à faire deux empreintes identiques si tu marches dans le sable. Non. Chaque empreinte doit être différente. Alors, quand un ami à moi, qui était le directeur à l'époque de la Société de paléontologie du Québec, Michel Divergilio, d'utiliser la même technique qu'on utilise sur les fossiles. Hein, lorsqu'on trouve une pierre avec un fossile, on va souvent utiliser une technique qu'on dit la photographie 3D. Et cette photographie 3D va permettre de voir des reliefs dans la pierre
qui va témoigner de la qualité du fossile. Donc, Michel, qui était assez amusé par l'idée de faire une expérience comme celle-là avec des moulages de pieds de Bigfoot, et je dois te dire qu'au départ, Michel n'y accordait absolument aucun crédit. Et lorsqu'il se prête à l'expérience, il met à peu près une semaine. Et là, il me rappelle, il a été très intrigué. Et là, quand on s'est rencontrés, il me disait, écoute, il faut bien l'avouer, ce sont des moulages qui sont spectaculaires. Pourquoi? Parce qu'il ne fait aucun doute que le pied qui a fait cette empreinte-là était un pied articulé. C'est pas quelque chose taillé dans une pièce de bois. On a vraiment un pied dont le talon a été posé en premier, qui a roulé sur l'arche du pied. Les orteils se sont soulevés en tout dernier lieu. Il y a un squelette en tout Il y a un squelette, donc on peut même voir une ossature dans le pied qui témoigne qu'il s'agissait d'un pied articulé. Okay. Encore une fois, on ne dit pas que c'est authentique. Il y a toujours place à la fraude. Il y a toujours une possibilité de fraude. Mais c'est quand même une fraude qui aurait été beaucoup plus complexe que simplement tailler un faux pied dans un morceau de bois et de faire des empreintes. Et dans d'autres cas, pas nécessairement dans le cas du film Patterson-Gimlin, mais dans d'autres cas, comme si je t'ai amené une autre empreinte. Et si on regarde, ici, on peut voir sur les côtés de la fameuse empreinte en question, on peut voir les marques dermiques. Donc, ce sont les empreintes digitales de la peau. Parce que tu marches, par exemple, ton pied, évidemment, va s'écraser et le derme va avoir des plis. Oui. Et on peut voir ces plis-là dans ces empreintes-là. Encore une fois, s'il s'agit d'un canular, il ne faut pas se le cacher, c'est un canular qui était excessivement complexe. Ouais. Dans le cas des empreintes, non seulement on a l'impression que c'est un pied articulé, qu'il y a une ossature dans le pied, dans certains cas on peut voir des crêtes dermiques, il faut aussi se rappeler que ces empreintes ont été observées partout. Hein? Et quand on parle, on dit partout, pas forcément sur le bord d'une autoroute. À la rigueur, je veux faire un canular, je fais un faux pied sur le bord d'une autoroute, je suis à peu près certain que quelqu'un va trouver le pied et éventuellement la presse va s'emparer de l'affaire. Oui, t'as une guêpe autour de toi. Il y a comme une guêpe qui nous traîne dans le lab hanté. Voilà. Bon, voilà. C'est notre boîte à Thibault qui a fait ça. Mais dans le cas des empreintes de Bigfoot, on en a trouvé partout et même parfois dans des régions très isolées. Donc, il fallait marcher des jours en forêt pour finalement des gens qui faisaient un trekking en forêt, par exemple, vont marcher pendant des jours et puis finalement, ils vont arriver dans un endroit quasi inexploré, quasi inaccessible et hop, on va trouver 6, 7, 8 empreintes sur le bord d'un petit étang. C'est quand même curieux, si c'est un canular, qu'un type se soit aventuré 3 jours en forêt pour faire des empreintes dans un... Et les 6 empreintes sont différentes. Et les 6 empreintes sont différentes, alors on se dit, c'est quand même curieux que quelqu'un se soit donné cette peine-là. Il faut se rappeler aussi que des empreintes, là on parle du Sasquatch, Bigfoot, mais rappelons-nous par exemple, des empreintes aussi du Yeti ont été observées sur des glaciers à 2 ou 3 000 mètres d'altitude. Peut-être après que le film a été tourné, ce Roger Patterson a entrepris à travers les États-Unis une campagne de présentation du film. Donc, il faisait, à l'époque, on présentait des documentaires dans les cinémas, les salles de spectacle. Donc, ce Roger Patterson entreprend une tournée à travers les États-Unis. Il présente son film et bien sûr, il ne devient pas millionnaire avec ça. Mais bien sûr, il va capitaliser sur les entrées, sur les présentations du film. Il devient connu. Il devient connu et il touche des droits aussi parce que le film est présenté à la télé, au cinéma. Donc, Ripley's a sûrement présenté ça. Tu te rappelles de Ripley's Believe It or Not? Bien sûr. Donc, il y a, et je me rappelle, dans les années 70, il y a même eu un documentaire qui a été présenté ici au Québec. Ça a été ma première expérience avec le film Patterson-Gimlin. C'est au milieu des années 70, un documentaire qui s'appelait L'empreinte du monstre. Je me rappelle encore du titre, et c'était à l'époque, dans les années 70, on présentait des documentaires dans les salles de cinéma. Les salles de cinéma, à l'époque, on présentait 2 films, rappelle-toi. Oui, ça, je me rappelle de ça, ben oui. Et souvent, ces documentaires un peu plus ou moins sérieux, assez fantastiques, comme la présence des extraterrestres, l'empreinte du monstre, était présenté en première partie du programme double. Et je me rappelle avoir vu ce documentaire dans les années 70, l'empreinte du monstre, où on voyait, et moi je voyais pour la première fois, le film de Roger Patterson. Donc, on le voit, ce Roger Patterson va capitaliser, et ça jusqu'à sa mort, au début des années 70, en 73, je crois qu'il est décédé, il va capitaliser là-dessus. Et pendant ce temps-là, notre Bob Euronymous travaille dans une usine d'embouteillage de Coca-Cola et ne dit rien. Il laisse son compagnon encaisser là-dessus. Et puis son $1000 n'est pas important. Il n'est pas important. Et puis soudain, en 1999, il sort de l'ombre en disant « Hey, il m'a pas payé finalement. » Il se réveille. « On m'a pas payé. » Ça me paraît quand même un peu étonnant parce que de toi à moi, si on prête à ce Roger Patterson le génie de l'escroquerie, ben tu montes un truc comme celui-là, la première personne que tu vas passer à payer, c'est le type qui pourrait faire foirer ton plan. Ah oui. Et le premier qui pourrait faire foirer le plan, c'est ce fameux Bob Euronymous. Mais apparemment, rien ne se passe de ce côté-là. C'est quand même surprenant. Ça, c'est un élément, bien sûr, ça ne prouve pas que le film est authentique, c'est loin de là, mais il y a un élément dans ce témoignage-là qui m'agace énormément. Maintenant, à partir de là, on se dit, bon, le film,
Est-ce qu'il est une fraude? Est-ce qu'il n'est pas une fraude? Difficile à déterminer. Jusqu'à maintenant, comme tu l'as vu, des témoignages, souvent contradictoires. Oui. 5-6 candidats, j'étais le gars dans le costume, mais on n'arrive pas à le prouver. Il y a des trucs qui sont tout à fait cousus de fil blanc. Et même à l'époque, le film a impressionné des experts en trucage vidéo, des experts en maquillage, en costume. Donc, est-ce que le film Patterson est authentique ou non? On ne peut pas trancher définitivement. Alors, on passe à l'étape suivante. Est-ce qu'on peut démontrer au moins l'existence de cette créature sur Bigfoot? Parce qu'on peut pas Parce qu'on a des moulages, on a trouvé des choses. Il y a toutes sortes d'éléments qui vont alimenter le dossier. Alors, regardons d'abord les moulages, et pas n'importe lesquels. Commençons d'abord par les moulages du film Patterson-Gimlin. Donc, on le sait, après que la créature ait été observée par Roger Patterson et Bob